Je sais même pas si ça marche, ce truc. Mais je vais quand même raconter mon histoire. Au mieux, je laisserai un témoignage enregistré. Au pire, ça me libérera l'esprit. Et Dieu sait que j'en ai besoin, bordel. Bon, par quoi commencer? Je m'appelle Stanley, Stan McRady. Je suis né le 20 juillet 1967 à Glasgow, en Écosse, d'une mère femme au foyer et d'un père dans l'armée de l'air. On a déménagé pour New York quand j'avais 6 ans. J'ai eu une enfance assez tranquille. Ma mère était une bonne mère, aimant son fils et son mari. Mon père était également un bon père, vivant entre la caserne et le foyer, nous aimant profondément, maman et moi. J'ai évolué dans une Amérique où le rock'n'roll instaurait sa loi et se transformait pour devenir plus électrique et plus sauvage, prenant le nom de hard rock. En 1983, je fête mes 16 ans. Et je découvre, grâce à un camarade de classe, le groupe AC/DC avec l'album Back in Black et la chanson mythique Hell's Bells, dont je me ferai le tatouage à mes 18 ans. Et puis l'armée passe par là et je m'engage, faisant la fierté de mon père qui lui venait juste de prendre sa retraite de l'armée. Et me voilà, le soldat Stanley McRady. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je n'aurais jamais cru connaître ça. Il y a 2 ans, j'ai été muté dans une unité spéciale qui s'occupait de recherche scientifique. Un lieu tenu secret. Tout ce que je peux dire, c'est que la mer n'était pas loin. Je ne suis qu'un simple soldat, alors je ne pourrais pas vous expliquer en quoi consistaient ces recherches. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'il faisait des recherches sur les corps humains morts. J'ai vu passer une quantité impressionnante de cadavres dans le complexe dans lequel j'étais affecté. Il y a un peu plus d'1 an, c'était la panique au complexe. Nous avions perdu la trace d'un de nos bateaux de transport. Léo Gradé était dans un état pas possible. Le navire avait disparu des radars, comme s'il s'était volatilisé. Pendant à peu près 6 mois, nous l'avons cherché sans résultat. Et puis un jour, on nous amène 2 gars, à peu près à la vingtaine. L'un des 2 semble dans un triste état et est mis immédiatement en isolement. L'autre a l'air secoué, mais en assez bonne santé. Il est mis en quarantaine, le temps de s'assurer que tout va bien. Puis, il a été conduit dans la salle d'interrogatoire. J'étais de faction. J'ai assisté à l'interrogatoire qui était mené par le sergent Mendoza. Une garce sans cœur dont les exactions ne se comptent plus. Je me demande comment cette salope a fait pour réussir à échapper à la cour martiale. Je plaignais déjà le pauvre gamin, alors que le sergent entrait dans la salle et se présentait d'une voix faussement douce. Le gamin était tout tremblant. La peur se lisait sur son visage. Mendoza n'a pas eu besoin de déployer son arsenal de cruauté. Le gamin s'est mis à parler tout de suite. Il a déballé toute son histoire. Il s'appelait Kevin. Son copain s'appelait Marc. Tous 2 étaient fanats d'urbex. Ils aimaient visiter des lieux abandonnés et accessoirement ramener des photos en souvenir. Je ne sais pas comment ils ont fait. Les radars ont perdu sa trace. Les recherches de l'armée n'ont rien donné. Et ces 2 gamins tombent par hasard sur notre navire perdu. Le navire était à moitié sous l'eau. Et les 2 gars s'étaient donc équipés de matériel de plongée pour préparer leur petite excursion. Ils sont donc entrés dans le bateau, par une faille dans la coque. Visiblement, le bateau a heurté violemment des rochers, ce qui l'a éventré puis partiellement coulé. Les 2 gamins sont donc entrés dans le navire et ont commencé leur exploration. Kevin raconte que ce qu'ils ont vu dans le navire était hallucinant. Ils ont pénétré dans une pièce dans laquelle il y avait 4 énormes tubes. Dans ces tubes, il y avait des cadavres baignant dans une sorte de liquide verdâtre. La salle n'était pas complètement inondée. Elle devait être dans une partie du navire partiellement immergée. En ressortant de la salle, Marc s'est coincé un pied entre 2 tuyaux disposés au sol. Il a tiré fort pour le décoincer et a perdu l'équilibre. En voulant rétablir son équilibre, il a heurté un des tubes et a accidentellement heurté une vanne sur le pupitre du tube. Celle-ci a réagi, peut-être à cause de la corrosion due à l'eau salée, ou un mauvais fonctionnement initial, je ne sais pas. Mais le fait est que la vanne a réagi, et que le tube s'est vidé de son liquide verdâtre. Et comme Marc se trouvait contre le tube, il a respiré directement les émanations de ce liquide qui se répandait dans la salle. L'eau a très vite pris une couleur verdâtre, nous a dit Kevin.
Les deux gars ne savaient pas quoi faire. Ils restaient là, immobiles, se regardant. Kevin dit que son copain Mark s'est mis à tousser et à avoir du mal à respirer, sûrement dû aux émanations qu'il a respirées en grande quantité. Puis Kevin a poussé un grand cri. Les cadavres semblaient prendre vie. Les deux amis se sont enfuis pris de panique. Kevin nous dit qu'il a entendu des bris de verre dans leur fuite. Sûrement les vitres des tubes qui se sont brisées sous les coups des cadavres en reprenant vie, j'imagine. Les deux copains sont parvenus à sortir, mais Mark a commencé à vomir, à se sentir mal. Et quand nos équipes ont trouvé les deux copains, Mark était pratiquement sans vie. C'est Kevin qui est tombé par hasard sur une de nos patrouilles et les a implorés de leur venir en aide. Voilà comment les deux copains ont été emmenés dans notre complexe de recherche. Le sergent a alors reçu un coup de téléphone mettant fin au récit de Kevin. Quand elle a raccroché, elle a sorti son arme et a tiré droit dans la tête du gamin sans que personne ait eu le temps de réagir. Rapide et froide, sans âme, le sergent Mendoza est sorti de la pièce, m'intimant l'ordre de la suivre. Je lui emboîtai donc le pas. Au fur et à mesure que nous avancions dans le complexe, je trouvais les couloirs anormalement calmes. Il y avait beaucoup moins de trafic que d'habitude. Je n'y avais pas fait attention en prenant mon poste, à moins que ce soit arrivé entre-temps. Je risquais une question. Que se passe-t-il, sergent Mendoza ? Ma question resta sans réponse. Le sergent avançait dans les couloirs d'un pas sûr et sans rien dire. Puis nous passons par l'aile des recherches. Et là, l'ambiance a changé complètement. Des gens paniqués couraient de tous les côtés. Le sergent Mendoza fit signe à un autre soldat de la suivre. Le soldat Claude Timonier me rejoignit donc pour escorter le sergent Mendoza. Je risquais donc une nouvelle fois ma question, à l'intention cette fois-ci de mon collègue soldat. « Et qu'est-ce qui se passe ici, bordel ?» Le soldat me dit dans une voix semi-essoufflée qu'ils avaient voulu faire des tests sur le copain de Kevin, qu'il était très calme, allongé sur la table d'auscultation. Puis, une minute d'inattention de la part des scientifiques. Le copain de Kevin a eu quelques spasmes. Puis, alors qu'un des scientifiques se penchait sur lui avec un stéthoscope pour voir ce qui n'allait pas, il poussa un cri de douleur alors que les dents de Mark se plantaient dans son cou. Claude a alors levé son arme. Mais plusieurs scientifiques avaient déjà réagi et tentaient de séparer Mark et le malheureux scientifique mordu. La situation a vite dégénéré et plusieurs scientifiques ont été mordus. Claude a réussi à tirer une balle dans la tête de Mark et les scientifiques mordus se sont fait soigner. Mais la situation a dégénéré de nouveau, alors que le scientifique qui avait été mordu au cou et qui visiblement avait succombé à ses blessures s'est soudainement relevé et a attaqué un de ses collègues. Puis, petit à petit, d'après les dires de Claude, les autres scientifiques mordus ont commencé à succomber pour se relever. La situation a vite dégénéré. Je sais qu'ils avaient commencé les tests sur Mark un peu avant que l'on emmène Kevin en salle d'interrogatoire. Donc, l'épidémie, si c'en est une, se développe rapidement et apparemment par morsure. Quoi qu'il en soit, ça a vite été le bordel dans l'aile des recherches scientifiques. Et je pense que le coup de téléphone donné au sergent Mendoza était pour évacuer la zone afin d'isoler le complexe pour contenir l'épidémie. Nous avons donc traversé le complexe en tirant sur les contaminés. Mendoza, elle, tirait sur tout ce qui était dans son viseur. Contaminé ou non, elle ne cherchait pas à comprendre. Ça, j'en suis certain. Nous sommes arrivés sur le toit où l'attendait un hélicoptère. Et je dis bien où l'attendait, et pas où nous attendait. Cette garce n'avait pas prévu de nous emmener. Elle s'est assise dans l'hélicoptère et nous a regardés avec un petit sourire et un signe de tête négatif, pour nous signifier que nous ne venions pas. L'hélicoptère a commencé à prendre de la hauteur et j'ai agi en mon âme et conscience. J'ai tiré dans le rotor de l'hélicoptère. Des coups de feu nous sont parvenus. J'imagine que Mendoza tentait de nous tirer dessus. Mais l'hélicoptère était déstabilisé et la garce n'arrivait pas à bien viser. L'hélico a fini par se cracher et Claude et moi avons pris la fuite pour éviter une éventuelle cour martiale. Ça va faire 1 an que les événements se sont passés. L'armée et les gouvernements ont été totalement dépassés et incompétents dans la gestion de tout ce merdier. Et aujourd'hui, notre ville est enfermée et mise en quarantaine du reste du monde à cause de 2 gamins fous d'urbex qui ont trouvé par hasard notre navire échoué. Claude et moi avons trouvé refuge dans la station de radio de la ville. Claude ne se sent pas très bien et dort dans la pièce à côté. Mais nous allons devoir bouger, ne jamais rester en place pour survivre. Je laisse cet enregistrement en mémoire si notre ville arrive à être sauvée, afin que cela n'arrive pas ailleurs. C'était le soldat Stanley McRady. Prenez soin de vous et restez en vie.
Claude, allez, réveille-toi, mon vieux. On doit bouger. Ça fait déjà un bon moment qu'on est là et... Claude... Non! 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 Ah! Ah! Ah!